Nous allons en début d'émission analyser le risque potentiel de conflit entre les États-Unis et l'Iran. Vers quoi se dirige-t-on? On parlera également du Gabon. Le pays a suspendu les réseaux sociaux. Nous irons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire pour évoquer le retour en terre natale du tambour parleur Didi Ayokwe après un peu plus de 100 ans à l'extérieur du pays. Et en dernier lieu, on parlera du Togo, la 5e République. Quel rôle pour le cadre permanent de concertation? Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 ce samedi 28 février 2026. Mes deux invités, c'est Zana Sadio Hichou, analyste sociopolitique, qui est avec moi. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel et bonsoir Monsieur mon co-débatteur et bonsoir à tout le monde qui nous suit actuellement. Et le co-débatteur, c'est Yao Cyril Eklo Noukounou. Bonsoir, Monsieur Noukounou. Bonsoir, Vos Excellences, Monsieur Samuel, et bonsoir à tous vos collaborateurs ici à Niveau TV et à tous ceux qui suivent Niveau TV un peu partout dans le monde. Merci à vous d'accepter l'invitation. On commence ce débat à l'international, hors du continent. La démonstration de force jumelée à une guerre de mots continue de s'intensifier entre les États-Unis et l'Iran. La possibilité d'une intervention militaire se fait de plus en plus forte. En parallèle, l'effort diplomatique également se poursuit. Les deux parties négocient-elles de bonne foi ou n'est-ce qu'un exercice de façade? On va faire le point sur cette situation. Zana, je suis sûr que vous êtes un observateur de la situation qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. On sait que c'est un conflit tentaculaire, mais en bref, qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le véritable enjeu de cette volée de tension? Donc, tout d'abord, je pense que, ou bien c'est évident qu'il s'agit du nucléaire qui est mis en avant. Et la raison aujourd'hui, c'est que l'agence onusienne, la IEA, l'agence de l'énergie atomique qui essaie de contrôler le niveau d'enrichissement de l'uranium des pays qui sont signataires du traité de non-prolifération des armes nucléaires, quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes signataire de ce traité, c'est que vous acceptez que cette agence envoie ces inspecteurs venir vérifier si vraiment ce que vous faites c'est destiné à une utilisation civile. Malheureusement, le taux accepté d'enrichissement, je crois c'est autour de 3,6, 3,7, c'est le niveau accepté pour que cela soit considéré comme à usage civil, mais on pense qu'aujourd'hui l'Iran est autour de 60%, ce qui est nettement au-dessus. Et cela veut dire que concrètement l'Iran poursuit l'arme atomique. Et donc à partir de ce moment-là, il faut reconnaître que l'Iran a des raisons qu'on peut estimer légitimes, d'autant plus que accepter que les inspecteurs de l'AIEA viennent contrôler, c'est dévoiler vos sites de recherche, etc. Et il se fait qu'aujourd'hui, l'Israël bombarde ces sites nucléaires. Donc vous comprenez l'impasse dans laquelle l'Iran est aujourd'hui. Si nous nous amusons à ouvrir ces sites d'enrichissement aux inspecteurs, ça veut dire naturellement que nous dévoilons leur localisation. Et donc si nous les dévoilons, c'est que l'Israël aujourd'hui est capable de les anéantir, ce qui a été le cas récemment. Et donc je pense que c'est cette tension-là qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, compte tenu comment on appelle, de la position des alliances entre les États-Unis et l'Israël aujourd'hui, vous comprenez aisément que les États-Unis ne sont pas prêts à ce qu'on appelle le régime des ayatollahs puisse détenir l'arme nucléaire, parce que cela constituerait une menace directe pour Israël aujourd'hui. Donc c'est pourquoi les États-Unis sont en avant, Donald Trump est en avant pour essayer de mettre la pression sur le régime iranien pour renoncer à toute initiative allant dans le sens de l'acquisition de l'arme nucléaire. Et donc aujourd'hui, les discussions sont dans l'impasse. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a toute une armada de la puissance militaire américaine qui s'est déployée dans le Golfe. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que le risque d'affrontement est impossible, parce qu'aujourd'hui la carte diplomatique est en train de se jouer à fond et nous comprenons que Donald Trump c'est quelqu'un qui sait mettre la pression, et nous estimons aujourd'hui que c'est une manière pour lui de mettre la pression, de mettre
toute la pression à son avantage pour forcer un accord avec l'Iran. Est-ce que, Yaounoukoulou, vous pensez qu'on est juste dans une sorte de... j'ai envie de dire, de guerre froide où les Américains essayent de prendre le dessus en mettant la pression pour que l'Iran puisse céder, où il y a véritablement un risque de conflit ouvert? Excellence, vous savez quoi? Je crois que les Américains ne sont pas dans de la plaisanterie par rapport à l'Iran, à cette initiative de l'Iran. Mais moi, je me pose une question. Vous savez, nous n'avons pas vécu ceci ni avec la Russie, ni avec la Chine, même encore avec la France, que nous savons détenir l'arme nucléaire en France et dans l'Europe. Alors donc, l'Iran, alors s'il faut faire le rapprochement de l'Iran, où nous savons que l'Iran, c'est comme le parrain du groupe Hamas, etc. Le Hamas qui a attaqué l'Israël récemment et ce qui a conduit l'Israël à riposter au bombardement de Gaza, etc. Et aussi, c'est vrai que dans le monde, les gens prennent des intentions, que ce soit la France ou certains pays, d'être ceux-là qui sont derrière le terrorisme, etc. Mais quand vous voyez un peu certaines idéologies que répandent certains djihadistes, etc., cela n'est pas vraiment loin de l'Iran, de ces idéologies avec le Hamas et tout ça. Alors donc, l'Iran aujourd'hui, de par sa posture, de par ses manœuvres, inquiète. Alors donc, tolérer, accepter que l'Iran dispose d'une arme nucléaire, il n'y a pas que Israël qui doit se sentir menacé, non. Oui. Pour l'Iran de détenir une arme nucléaire... En même temps, pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit de détenir la même chose que les autres? Parce qu'il y a aussi la sécurité iranienne, il faut en tenir compte. Mais, excellent, je vous ai dit que quand vous prenez l'Iran, vous prenez la Russie, vous prenez la Chine, vous prenez la France, etc., et que vous voyez le fonctionnement de ces pays-là, on ne peut pas faire une comparaison avec l'Iran. Et c'est pourquoi j'ai touché du doigt tout à l'heure. Vous parlez de la démocratie, c'est ça? Non, je n'ai pas parlé de la démocratie. C'est pourquoi j'ai touché du doigt, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du Hamas. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai touché du doigt le terrorisme. Vous comprenez? Alors donc, du coup, ce serait vraiment hasardeux, ce serait vraiment une erreur fatale de laisser l'Iran disposer d'une arme nucléaire, parce que les intentions de l'Iran a des intentions de conquête et surtout sa conquête qui se formule et surtout également sur un plan idéologique religieux. Vous comprenez? Alors donc, l'Iran, de par son fonctionnement, sa nature inquiète. Alors donc, du coup, ce serait vraiment une erreur de laisser l'Iran disposer d'une arme nucléaire. Et surtout que, même quand vous prenez la Corée du Nord, quand vous prenez la Corée du Nord, dont on estime également, allant également dans le sens, on ne peut pas dire ouvertement que la Corée du Nord détient des armes nucléaires, parce que je me rappelle, lors du premier mandat de Donald Trump, il y a eu de la pression également, une forte pression sur la Corée du Nord, jusqu'à ce que les agents de l'IAEA et la Corée du Nord a cédé, ils sont allés inspecter, etc., les sites nucléaires en Corée du Nord. Bon, même pour autant, la Corée du Nord ne se fait pas menaçante, et où on n'entend pas la Corée du Nord s'ingérer ou bien active dans des actions terroristes, dans le financement des groupes, etc. Non. Alors donc l'Iran a des agendas cachés, des agendas obscurs, et donc ce serait vraiment hasardeux, ce serait vraiment maladroit pour suiter. Vous voyez un peu, l'Iran a des alliances stratégiques avec, que ce soit la Russie, etc. Mais même si on peut estimer que diplomatiquement il y a des couloirs de discussion, mais ouvertement, vous n'entendez pas quand même que ce soit la Russie ou certains pays prend position ouvertement pour soutenir l'Iran, etc., contre les Américains, etc. Alors Zana, on a le ton qui monte, en tout cas du côté de Donald Trump. Plusieurs fois des ultimatums ont été donnés. Est-ce qu'il y a un Rubicon que les États-Unis peuvent franchir dans cette situation? Je pense qu'il y a sincèrement
des signes alarmants. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmative parce que je ne suis pas dans le secret de l'administration américaine, mais lorsque vous voyez les diplomates essayer de quitter Beyrouth ou bien Israël, et certaines chancelleries qui rappellent leurs diplomates dans le Moyen-Orient, on peut vraiment commencer par s'inquiéter de ce qui pourrait advenir dans les prochains jours. Maintenant, pour rebondir sur le cas de la Corée du Nord, oui, la Corée du Nord dispose d'une dizaine d'ogives nucléaires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est reconnu par les services de renseignement occidentaux. Ils se sont retirés, je pense, en 2003 de l'agence de l'énergie atomique. Et aujourd'hui, on peut vraiment penser pourquoi il semblerait y avoir deux poids, deux mesures. Pourquoi aujourd'hui la Corée du Nord, qui, on peut le considérer, est une menace directe pour la Corée du Sud, les États-Unis ne semblent pas se préoccuper de ce cas-là. On se rappelle du premier mandat de Donald Trump, où il a reçu en grande pompe Kim Jong-un. Et aujourd'hui, c'est vrai que le régime iranien, il a beaucoup d'affinités avec certains groupes qui ont été classés comme étant terroristes. Et il est perçu, l'Iran, perçu comme s'il arrivait à détenir l'arme nucléaire serait dangereux pour le Moyen-Orient. Cela bouleverserait les équilibres. Est-ce que c'est vrai dans les faits? Est-ce qu'on a aujourd'hui des preuves pour affirmer qu'il serait dangereux que l'Iran détienne l'arme nucléaire? Parce que je parlais aussi tout à l'heure de la sécurité iranienne. Moi, je pense sincèrement qu'il faut que l'on soit cohérent. Lorsque vous êtes membre de l'AIEA, cela veut dire que vous vous engagez à ne pas détenir l'arme nucléaire. À la date d'aujourd'hui, l'Iran est toujours membre de l'AIEA. Donc, si effectivement, parce que pour détenir l'arme nucléaire, il faut enrichir l'uranium à environ 90%. Ils en sont, selon des renseignements, ils en sont à 60% aujourd'hui. Et avant la frappe, les frappes israéliennes qui a détruit, ils avaient environ 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui est très proche, n'est-ce pas, du niveau pour obtenir l'arme nucléaire qui est à 90%, comme je l'ai dit tantôt. Donc moi, je pense que c'est une question de cohérence. Une fois que vous acceptez d'adhérer à l'AIEA, c'est que vous renoncez à détenir l'arme nucléaire et vous avez l'obligation de laisser les inspecteurs de cette organisation onusienne inspecter vos sites. Maintenant, les risques que ces inspections soient une manière de montrer la localisation de vos installations et les exposer à d'éventuelles frappes israéliennes, là aussi c'est un autre débat, c'est une éventualité. Donc c'est un dilemme aujourd'hui dans lequel le régime iranien est aujourd'hui. Et puis on a aussi d'un côté, je parlais tout à l'heure de sécurité iranienne, l'Iran également regarde Israël comme une menace, et donc par rapport à cette menace, vous savez que Israël a plusieurs alliés dans la région, donc l'Iran estime être seul contre tous et doit se protéger. Non, Excellence, vous savez quoi, ça c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que je crois que il y a une initiative de paix qui a été entreprise dans le Moyen-Orient. Souvenez-vous de cette rencontre-là entre Israël et l'Arabie Saoudite et qui devait s'étendre jusqu'à ce que le Hamas ne commette cette bêtise-là le 7 octobre. Et qui est venu, je ne vais pas dire paralyser, mais qui est venu stopper cette initiative-là de bon voisinage, de bonnes relations dans cette... Non, vous savez, il ne faut pas passer par quatre chemins. L'Iran est l'oiseau de mauvais augure dans le Moyen-Orient. L'Iran est l'aspect obscur, ténébreux dans le Moyen-Orient. Alors donc, du coup, et si Israël s'acharne ici, c'est parce que l'Israël ne veut pas commettre cette erreur-là de s'endormir et pour se voir, comment dirais-je, la boule de feu. La boule de feu. Il n'y a pas que vous pensez que c'est l'Israël seul qui s'inquiète de cette manœuvre de l'Iran de détenir l'arme nucléaire. Il n'y a pas que l'Israël seul. Il y a même des pays qui aussi également, mais qui peut-être n'ouvrent pas, ne s'affichent pas ouvertement. Je peux même
même citer même également la Turquie et autres là. Hein. Il y a beaucoup dans le Moyen-Orient qui ne souhaitent pas du tout qu'Israël détienne une arme nucléaire. Que l'Iran, vous voulez dire. Oui, donc du coup, l'Iran veut s'entêter, veut jouer. Hein, de toute façon, l'Iran montre toujours sa face, hein, son vrai visage. Quand vous voyez un pays qui n'a pas de difficulté, n'a pas froid aux yeux, a massacré ses propres compatriotes, hein, a traité ses propres compatriotes comme étant des esclaves, alors donc la nature, la posture, la démarche de l'Iran inquiète et il ne faut même pas commettre l'erreur de tolérer à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. D'accord. Voilà. Alors, les États-Unis, vous savez, il y a quelques mois, Israël avait mené des frappes sur l'Iran. On avait parlé à l'époque de frappes chirurgicales qui ont ciblé des installations nucléaires à plusieurs dizaines de mètres sous le sol. Si aujourd'hui les États-Unis sont encore inquiets alors qu'ils disaient avoir neutralisé les capacités iraniennes, finalement les Américains n'étaient pas si efficaces que ça? Non, je pense que vous avez pointé du doigt, n'est-ce pas, la contradiction, puisque lorsque les frappes de 2025 ont annoncé avoir neutralisé les capacités d'enrichissement, ça veut dire que la menace est nulle. Donc, pourquoi craindre aujourd'hui? Même j'aimerais quand même revenir sur un cas américain, toujours lorsque George Bush a bombardé l'Irak, soi-disant que le pays disposait d'armes de destruction massive. Nous avons vu cela, les États-Unis, ils sont montés au créneau. En ce moment, Tony Blair, c'était l'allié indéfectible des États-Unis. Mais après, ce même George Bush, il a admis qu'il n'a jamais eu les preuves des armes destructives. Ils sont allés en Irak, ils ont mené ce qu'ils ont voulu, ils ont traité, comme le dit Cyril aujourd'hui, de régime irakien qui tue ses compatriotes. Mais au finish, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que l'Irak n'a jamais eu ces armes de destruction massive dont on l'accusait. Maintenant, qui paie la facture? Je pense qu'aujourd'hui, peut-être tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la révolution iranienne, je ne sais pas si c'est en 1975 ou 1979, l'Israël et comment dit-on, l'Iran, ce sont des ennemis existentiels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël considère que si l'Iran arrive à disposer d'armes nucléaires, ce serait une menace contre la survie de l'État d'Israël. On sait le rôle que jouent les lobbies israéliens, c'est-à-dire la plupart, ou bien les grands patrons de l'économie américaine, je veux dire les grands financiers, on sait que ce sont des juifs. On sait que dans ce sens-là, les États-Unis, ils sont vraiment des alliés avec l'État d'Israël, donc ils sont obligés de montrer au créneau. Mais j'aimerais quand même que l'opinion sache que ce sont les mêmes propos que George Bush a affirmé quand il a voulu bombarder l'Irak. L'Iran est une puissance militaire régionale, donc en même temps, entre la menace et la réalité, il y a beaucoup de réflexions à faire avant d'attaquer ce pays-là. Vous avez vu la guerre des 12 jours l'année passée, l'Iran a montré sa capacité de riposte redoutable. Ben, écoutez, M. Samuel, vous savez quoi, bon, moi je ne veux pas faire de rapprochement entre l'Irak et l'Iran parce que l'Iran, c'est un pays vraiment menaçant au regard des groupes terroristes que l'Iran parraine, etc. Et ce ne fut pas le cas avec l'Irak. Et donc, du coup, pour revenir à votre question, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, moi je pense que l'Iran, il ne faut même pas commettre cette erreur-là de laisser l'Iran posséder d'une arme nucléaire. Maintenant, la question sécuritaire, etc. Bon, qui est-ce qui menace l'Iran? Qui est-ce qui menace l'Iran? Si ce n'est pas l'Iran... Israël est à côté. L'Israël est à côté. Aussi, au même moment qu'Israël dit l'Iran me menace, l'Iran dit Israël aussi est une menace dans la sous-région. Bon, moi, ce que je retiens de façon réelle, de façon concrète, est que sans le 7 octobre, on n'assisterait pas à cette situation en Gaza. On n'assisterait pas à ces frappes-là, à ces frappes contre l'Iran, ces temps-ci et dernièrement, on n'assisterait pas à ça. Alors donc, je crois que l'Iran ne peut jamais évoquer aucune raison de crainte, de menace contre elle.
Hein. Donc, au contraire, c'est l'Iran, parce que vous savez, vous vous souvenez des conditions que Israël a posées lors des discussions. C'était la dissolution du Hamas et tout ça là. Et ça, ce sont des conditions à laquelle l'Iran n'adhère pas. Alors donc, c'est quoi le projet? C'est quoi le plan de l'Iran? De toujours maintenir des groupes terroristes, de toujours parrainer, financer, etc. pour créer l'instabilité. Alors donc, moi, je pense tout simplement que le problème, c'est l'Iran. Voilà. Et pour faire une parenthèse, moi, ça m'attriste beaucoup quand je vois des États africains, des pays africains, courir, aller sceller des alliances avec l'Iran. Bon, seulement qu'ils n'ont jamais donné d'explications, ils n'ont jamais donné de détails sur ce qui les motive à aller sceller des alliances avec l'Iran. L'Iran dont nous savons sa posture, son statut, et du coup, vivement que moi, je soutiens, j'encourage cette initiative américaine à empêcher coûte que coûte l'Iran de posséder d'une arme nucléaire. Alors si, tel que l'avait dit monsieur mon co-débatteur, monsieur Sana, il faut se montrer cohérent. Vous ne pouvez pas appartenir à l'agence de contrôle atomique et au même moment ne pas vous ouvrir à ce que cette agence-là inspecte vos sites nucléaires, etc. Alors donc, pourquoi est-ce que l'Iran s'entête? Pourquoi est-ce que, donc ça veut dire que l'Iran a des agendas cachés? Elle a quel intérêt à vouloir pousser à bout les Américains, à pousser les Américains à être obligés de frapper? Quel est l'intérêt au réel? Alors qu'il suffisait juste que l'Iran y adhère et qu'il laisse l'agence atomique venir inspecter les sites et qu'elle prenne l'engagement de ne pas dépasser certains seuils, etc. Si réellement elle n'a pas d'agenda caché, alors qu'elle s'ouvre. Maintenant, si elle ne s'ouvre pas, ça veut dire que, attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Alors donc, du coup... Même question, Zana, l'Iran n'est pas non plus un pays avec lequel on peut jouer aussi facilement. Oui, on peut le dire ainsi, et je sais qu'en matière d'équilibre des forces, si c'est que les frappes américaines n'auraient pas des répercussions dans la sous-région, Donald Trump aurait déjà frappé. C'est-à-dire qu'en matière de diplomatie, il y a l'équilibre des forces. C'est parce qu'ils savent qu'il y a intérêt à discuter, il y a intérêt à négocier. C'est pourquoi ils n'ont pas encore frappé. Parce que je n'ai plus le montant exact dans la tête, mais je ne sais pas si le montant astronomique ou le coût journalier du porte-avions. Il y a au moins 5000 personnes à bord. Ça, c'est un seul porte-avions. J'ai oublié le coût exact. Il paraît 20 millions. C'est plus que ça. J'ai oublié le montant exact. C'est-à-dire le montant astronomique, ça veut dire vraiment qu'il y a intérêt à négocier. Parce que depuis que le porte-avions est dans les eaux iraniennes au Moyen-Orient, et depuis lors, c'est déjà un montant très, très exorbitant. Mais il faut reconnaître que l'Iran, le régime iranien, il soutient par exemple le Hezbollah libanais. Le Hezbollah qui est une menace aussi pour Israël, je crois, une autre organisation, Jihad, palestinien, etc. Il soutient au moins 5 ou 6 organisations classées comme terroristes qui ont juré d'anéantir l'État israélien. Ça, c'est de 1. De 2, moi, la question que je me pose, c'est de savoir aujourd'hui, au nom de quelle légitimité les États-Unis veulent frapper, n'est-ce pas, l'Iran, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Parce que quand même, il y a l'Organisation des Nations Unies, l'AIEA. L'AIEA, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs que l'Iran est sous sanction de l'ONU pour ces mêmes raisons. Pourquoi aujourd'hui Donald Trump essaie d'agir en dehors du cadre international? Je crois que s'il y a suffisamment de preuves de l'enrichissement de l'Iran pour en arriver à l'arme nucléaire, ces sujets-là devraient faire l'objet de discussions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si des actions devraient être menées, ces actions-là devraient être, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Et je m'en réfère aux récentes sorties de Dominique Villepin, l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire tout ce qui est fait en dehors du droit international, en dehors du cadre diplomatique, cela crée plus de conséquences négatives, plus que lorsque cela se réalise dans un cadre, hors cadre légal, comme la démarche cavalière, notamment la manière dont Nicolas Maduro a été kidnappé dans son pays hors mandat
international juste parce que les États-Unis ont décidé, juste parce qu'ils ont les moyens de le faire. Vous imaginez si ce genre de choses pouvait se passer dans la sous-région africaine, ce que cela pourrait représenter pour nous. Bon, oui, Excellence. D'abord, je dis merci à M. Sana d'avoir évoqué cet aspect au nom de quelle légitimité les États-Unis. Moi, ça m'ouvre ma voix à une analyse dont je cherchais depuis l'ouverture pour pouvoir poser cette analyse-là. Mais là, il m'en donne l'opportunité. Alors, donc, comme pour dire que, oui, les États-Unis vont frapper. Et si je vais partir non seulement avant le Venezuela, et tout part de la rencontre entre Donald Trump et Poutine. Tout part de la rencontre entre Donald Trump et Poutine. C'est comme autant on peut demander à Poutine, à la Russie, au nom de quelle légitimité la Russie envahit l'Ukraine. Et avait annoncé qu'en 3 jours, il allait occuper Kiev et prendre l'Ukraine au contrôle. Au nom de quelle légitimité? Alors donc, moi, ça m'amène... posé la question, oui, justement. Alors donc, moi, ça m'amène à cette logique que la rencontre entre Donald Trump et Poutine s'est soldée en ces termes-ci. Parce que cela ne nous échappe pas. La relation, les alliances entre le Venezuela et la Russie, entre la Syrie et la Russie. Alors donc, moi, mon analyse me fait dire tout simplement que, bon, ok, la rencontre entre Donald Trump et Poutine, c'est comme un nouveau dessin de la carte. C'est-à-dire que, bon, ok, toi, c'est l'Ukraine qui te préoccupe. C'est ce que tu désires. Ok, prends l'Ukraine. Maintenant, et occupe-toi de l'Ukraine. Maintenant, moi, il y a d'autres secteurs qui m'intéressent. Alors donc, je vais aussi en faire face et tu ne t'y mêles pas. Alors donc, du coup, on a vu comment, doucement, Donald Trump a fait pour réduire l'assistance des États-Unis à l'Ukraine, etc. Bon, donc, abandonner l'Ukraine, il n'y a que l'Europe seule aujourd'hui qui s'active aux côtés de l'Ukraine parce que l'Ukraine a été abandonnée à la Russie. Et c'est pourquoi, quand les États-Unis ont intervenu au Venezuela, vous n'avez pas senti la réaction de la Russie. Même aussi également, nous savons les alliances entre la Russie et l'Iran, etc. Ouais. Bon, même d'abord commencer par la Syrie. Vous avez vu comment la Syrie, Bachar Assad également. Alors donc, du coup, comme pour dire que maintenant, pour revenir au fait du dialogue, parce que tel que M. Sana l'a mentionné, oui, ben, le coup, vous savez, c'est nous les Africains, compte tenu de nous, notre nature, notre État, qui, pour nous, quand nous entendons le montant que ça coûte aux États-Unis journalièrement, c'est pour nous que pour eux, ça ne vaut rien dire. Pour eux, ces montants-là, ce n'est rien du tout, parce que c'est des gens qui sont à des millions de milliers de dollars, donc pour évaluer ça, et plus ils savent qu'ils ne vont jamais perdre, parce que quand ils vont atteindre leur but, il y a des gains, c'est comme aussi pour le Venezuela, il y a des gains, en ristourne. Alors, c'est la méthode que moi j'ai compris pour Trump. Trump, sa méthode, c'est qu'il ne se lève pas en même temps et puis y aller. Il privilégie toujours de la concertation, du dialogue. Alors donc, et ça, c'est une opportunité qui est quand même donnée à ceux-là qui sont considérés comme adversaires, comme par exemple Maduro. Je crois que Maduro, à un moment, il aurait pu se ressaisir un peu, se retenir un peu et jouer un peu sur le plan diplomatique, mais non, ce ne fut pas le cas. Bon, il a voulu toujours s'entêter, croyant que peut-être la Russie, étant en alliance avec la Russie allait lui voler un secours, mais malheureusement, on a vu, il a été enlevé et la Russie n'a pas levé son petit doigt. C'est pareil, j'ai donné aussi sur votre plateau ici l'exemple de l'Afrique du Sud, souvenez-vous, quand Donald Trump a fait des injonctions aux présidents sud-africains par rapport aux Blancs qui sont menacés, etc. Dans un premier temps, le président sud-africain a voulu se comporter comme exactement on a vu Maduro, mais après il s'est ressaisi et il a plutôt choisi une autre voie et il est allé à la Maison Blanche discuter et puis donc aujourd'hui nous voyons que le guide iranien il se met également toujours dans la même posture que Maduro. Bon, et il y a toujours le dialogue, mais dans un aspect où il reste toujours ferme, etc. Bon, donc je crois que quand le moment sera propice, les Américains ne manqueront pas de frapper. Et ils vont frapper, à moins que l'Iran
se ressaisissent à un moment et reviennent à la raison et veuillent aller coopérer. En ce moment-là, d'accord, là, ça ne serait pas quand même pas une affaire à suivre pour nous. On reviendra pour faire l'analyse là-dessus. On va passer maintenant du côté du Gabon où les autorités ont suspendu les réseaux sociaux le mercredi 18 février dernier. Les réseaux sociaux dont Facebook et TikTok, ils sont accusés de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays. Cette mesure est décrite par Jennifer Melody Samba, porte-parole adjointe de la présidence gabonaise, comme temporaire. C'était le 17 février. La haute autorité de la communication, la HAC, avait annoncé la suspension, donc jusqu'à nouvel ordre, des réseaux sociaux dans le pays. Facebook, TikTok, les réseaux sociaux les plus utilisés, ainsi que YouTube et Instagram sont coupés, tandis que WhatsApp fonctionne par intermittence et différemment selon les opérateurs. Et donc, plusieurs personnes ont constaté l'effectivité de cette mesure. Zana, on est au 21e siècle et des gouvernements coupent encore des réseaux sociaux. Oui, les gouvernements coupent les réseaux sociaux parce que l'autorité, le gouvernement, il a une mission. Et parmi les missions régaliennes de tout gouvernement, c'est d'abord la sécurité publique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est remarqué? Les réseaux sociaux sont utilisés de manière, je pourrais dire, dangereuse. Et vous savez, tout ce qui peut être considéré comme appel à la violence, incitation à la haine, diffamation et autres choses que nous voyons aujourd'hui. Et lorsque vous allez dans la logique du gouvernement gabonais, c'est de dire que c'est d'évoquer le problème d'autorégulation de ces réseaux sociaux par leurs propriétaires. Récemment, j'ai suivi avec joie en France, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est un artiste ou bien quelqu'un qui a été accusé, il a été appelé devant une commission parlementaire à répondre. C'était une audition en ligne, il était à la maison. Et parce qu'il avait, une réaction sur les réseaux sociaux et on voulait l'entendre sur l'opportunité de faire certaines déclarations tendancieuses. Le monsieur, il a boudé, il a éteint. Les minutes qui sont suivies, son compte a été retiré des réseaux sociaux. Cela veut dire quand même que ces pays qui sont développés, ils sont arrivés à s'entendre avec, comment on appelle, ces géants du numérique, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Lorsqu'ils considèrent qu'ils ne coopèrent pas, mais c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils risquent gros. Par exemple, la perte pour les opérateurs télécom au Gabon s'estime à 50 millions par jour. Les enjeux sont énormes. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a un certain nombre de transactions qui sont menées par les utilisateurs aujourd'hui, à tel point que TikTok lui-même, il a déplacé sur place ses responsables pour aller discuter avec les autorités gabonaises. C'est-à-dire, cela veut dire qu'il y a suffisamment de matière à discussion. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il suffit, c'est vrai que certains contenus, lorsqu'ils sont exprimés directement en français, voilà, la réaction, peut-être parfois ils réagissent, parfois ils ne réagissent pas, mais aujourd'hui, essayez de tenir des propos très injurieux, graves, en vernaculaire, et dénoncer cette publication. Vous allez voir que personne ne va réagir. Cela veut dire qu'il y a un problème de monitoring en amont, au niveau des propriétaires, au niveau de leurs responsables, et les autorités ont l'obligation de discuter avec eux, de voir comment ils peuvent de manière responsable régler tous ces problèmes-là. Et lorsqu'ils ne coopèrent pas, on suspend clairement. Parce que l'État, là, c'est-à-dire que nous ne pouvons exercer aucune activité si la sécurité publique est menacée. C'est parce qu'il y a la sécurité que nous pouvons exercer nos activités. Donc, s'il y a un pan de liberté qui encourage ou bien qui facilite à ce qu'il y ait des délits, des choses sanctionnables par la loi, soient colportées de manière impunément, naturellement, l'autorité, la loi doit primer. Je pense que c'est mon avis sur la question. L'autorité, la loi doit primer, mais en même temps, on est dans un régime de liberté. Est-ce que dans un régime de liberté, la suspension, même momentanée, a sa place? Vous savez, cher M. Samuel, ce n'est pas une question de 21e siècle, ni une question de liberté, ni une question de ça. Vous savez, en réalité,
les réseaux sociaux sont une opportunité pour les Africains, pour leur construction, Oui. pour faire un travail psychologique sur les citoyens et savoir quel genre d'autres citoyens œuvrer pour construire, pour façonner. Mais malheureusement, nos gouvernants, ils n'ont pas la clairvoyance, ils n'ont pas l'inspiration, ils n'ont pas cerné cette importance-là des réseaux sociaux pour savoir quels sont les mécanismes, quels sont qui doivent-ils mettre en œuvre pour faire un usage approprié de ces réseaux sociaux-là. Peut-être tout ce qui les aveugle, tout ce qui les importe, c'est les recettes, c'est le côté financier, la malle que ça représente, et puis c'est fini. Bon, voilà, eux, ils sont limités qu'à ça, ils ne peuvent pas réfléchir loin, etc. Bon, voilà. Maintenant, lorsque le Gabon prend une telle initiative, je crois que c'est en quelque sorte gens comme... Bon, je ne vais pas parler de menaces, mais plutôt peut-être une mise en garde. Mais également, cette mise en garde-là, elle peut se montrer inefficace ou bien quelque part, bon. Mais moi, je pense plutôt que le Gabon pouvait prendre des exemples sur le Togo, qui récemment, par rapport à ces réseaux sociaux, nous avons vu le parquet monter au créneau pour prendre certaines mesures, annoncer certaines dispositions, mais également, je crois que cela ne devait pas seulement se limiter à cet aspect-là. Les dirigeants pouvaient aller loin, parce que c'est une opportunité ou l'occasion, parce que ces réseaux-là, qui laissent les humains s'exprimer, ça dévoile les intentions internes, ça dévoile la nature des gens. Alors donc, au contraire, la liberté, oui, au contraire, les dirigeants doivent mettre sur pied un mécanisme d'inspection, de manière à ce que même les plateformes, tous les réseaux doivent être inspectés, et quand des gens font des publications, etc., on doit pouvoir les identifier pour les interpeller. Tout à fait. Les interpeller non pas seulement pour les poursuivre, les jeter en prison de façon stérile, non. Mais les interpeller, il faut qu'il y ait une cellule là qui soit chargée de travailler sur le ménage de la psychologie de ces gens-là et les amener librement à changer de donne, à revoir copie. Et maintenant, c'est même qui seront identifiés, interpellés et sur lesquels on aurait travaillé pour qu'ils changent de donne, changent de mentalité, seraient en même temps aussi des éléments qui seront utiles dans la masse et ils seront comme, comment dirais-je, c'est comme si vous avez préparé un élément et cet autre élément également se charge de faire un travail que vous lui aurez donné indirectement. Parce que lorsque vous aurez arrivé à le convertir, c'est lui aussi qui se chargerait également quand il y en a qui se mettent dans la même posture de les dissuader, etc. Donc, on pouvait faire... Les réseaux sociaux sont d'une importance capitale, mais toujours est-il qu'il faut avoir cette possibilité-là d'avoir les clairvoyants, l'inspiration de comprendre et de savoir comment faire. L'exemple que vous avez donné de récemment, enfin, vous avez vu, celui qui a fait la publication, le Parlement l'a invité. Voilà. Donc, c'est parce que ils veulent entrer en cette personne, mais malheureusement, il a décliné. Alors donc, c'est ce qui les a contraints. Mais je crois qu'il ne devait pas être contraint. Il devait encore être patient avec lui. C'est là que l'aspect interpellation et aspect investigation pour l'identifier et l'interpeller devait intervenir. Mais c'est en cela aussi, les Blancs aussi, ils sont trop idéalistes dans les lois, etc., etc. Et parfois, il y a certaines choses qui les échappent. Donc moi, je pense que le compte ne devait pas être bloqué. Mais au contraire, c'est là qu'il faut maintenant faire impliquer la police judiciaire pour investiguer, l'identifier, l'interpeller et maintenant aller vers l'essentiel. L'argument avancé par les autorités gabonaises, on parle de recrudescence de contenu diffamatoire, manipulation politique, entrave à la cohésion sociale sur les différentes plateformes du groupe Meta, notamment Facebook, WhatsApp, etc. Et est-ce qu'on n'a pas aussi ici un problème pour nos États à imposer des normes, des normes régionales, parce que quand vous allez dans l'UE aujourd'hui, il existe des normes qui sont imposées à ces plateformes-là. Mais nous avons l'impression que nos pays sont juste des marchés ouverts pour n'importe quel contenu. Oui, c'est ça aujourd'hui, parce que
TikTok en Chine s'appelle Douyin. Et c'est très, très, très réglementé. Il y a récemment une loi chinoise qui est sortie. Vous ne pouvez pas vous exprimer sur, par exemple, des problèmes de santé, proposer des remèdes si vous n'avez pas la qualification du diplôme requis. Et sur le plan de la diffamation, moi, je vais aller plus loin. Ici, actuellement, vous allez sur certains comptes, vous allez voir, comment on appelle ça, l'apologie à la prostitution, des appels, c'est-à-dire le proxénétisme. Et sur les réseaux sociaux, les comptes sont connus, les visages à découvert, et on ne réagit pas. Est-ce qu'on doit laisser ce genre de choses? C'est-à-dire les réseaux sociaux. Oui, mais on est comme ici dans avec une sorte de couteau à double tranchant. Parce que quand ce qu'ils ont fait, ils ont suspendu. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui vivent de ça. Oui. Des gens qui exercent des activités. Ils ont suspendu. J'en viens. C'est-à-dire que j'ai donné justement l'exemple de la Chine. Parce que il y a la régulation qui est très stricte. Mais cela n'a pas empêché la Chine d'être une puissance économique et commerciale aujourd'hui. Donc, il ne faut pas mettre cela en avant. Ces restrictions-là n'ont pas empêché la Chine. Donc, c'est un problème de respect des normes, des lois. Il faut que nos États, et je pense que vous l'avez si bien dit, pris individuellement, les États ne seront pas assez forts devant ces géants du web, devant ces géants. Mais en tant que région, je pense que le manque à gagner lorsqu'il y a une sanction, par exemple, de l'Union africaine, lorsqu'il y a, par exemple, une sanction de telle organisation régionale ou sous-régionale, je pense qu'ils vont réfléchir à se conformer aux normes, aux régulations dans les pays où ils exercent en Afrique. Vous prenez, par exemple, Starlink. Mais Starlink propose, par exemple, un Internet et qui échappe aujourd'hui à toute régulation. Et moi, je m'étonne qu'un acteur politique peut encourager à ce que Starlink vienne comme ça, alors qu'il y a des opérateurs qui sont soumis à des réglementations pour contrôler un certain nombre de choses. Mais c'est normal quand un opérateur veut exercer. S'il ne se veut pas, surtout dans le domaine de la communication, ou la manipulation, l'incitation à la violence et la commission d'un certain nombre de décisions facilitées par les réseaux sociaux. C'est normal qu'on doit le faire asseoir pour qu'il adhère aux lois ou aux réglementations nationales qui aujourd'hui assurent un certain nombre d'équilibres sur la sécurité, etc. On ne peut pas laisser le domaine de l'information, de la communication comme ça et sans garde-fou. Beaucoup de Gabonais ont réagi à cette décision. Je vous lis quelques réactions. Il y a des Gabonais qui disent en coupant les réseaux sociaux, c'est comme si on nous coupait du monde. Et quelqu'un d'autre dit, nous avons des cours en ligne, nous avons des envois via WhatsApp. Cette suspension nous pénalise. Alors, on veut régler un problème, mais on en crée un plus grand. Oui, M. Samuel, ça montre tout simplement que le Gabon montre son incapacité. À faire quoi? Oui, son incapacité de façon responsable, à faire face, à gérer non seulement ces réseaux sociaux, mais à prendre des dispositions, des mesures qui permettent de réguler, qui permettent d'assainir, qui permettent de pouvoir contrôler. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai mentionné l'exemple du Togo. Le Gabon pouvait aussi prendre l'exemple du Togo, c'est le pont, pour dire le Togo ce n'est pas que c'est du spectaculaire ou non, pas du tout. Donc nous sommes dans la tergiversation, dans la navigation en vue. Pour dire, tout à l'heure M. Sana a mentionné le fait qu'il faut qu'il y ait une action régionale, collégiale, etc. Mais est-ce que nous les Africains, nous avons cette culture? Même ça fait combien d'années nous parlons de CEDEAO? CEDEAO, libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que nous arrivons à appliquer cela? Est-ce que nous arrivons à bien faire? Est-ce que tout ce que nous définissons en tant que dans un fonctionnement régional, etc., est-ce que nous allons aller à l'Union européenne? L'Union européenne, vous quittez la France, quand vous rentrez dans la Belgique, il n'y a juste qu'une enseigne qui vous montre que vous rentrez dans la Belgique. Alors, quittez la France pour aller en Allemagne, vous ne saurez même pas, etc., que vous traversez une frontière. Mais chez nous ici, ça fait combien d'années et nous sommes incapables d'assumer au moins la libre circulation des personnes et des biens. Je me rappelle en 2017, lorsque le chef de l'État a pris l'exercice de la CEDEAO, sa première action, c'était de se rendre à Aflaou. Parce que certainement que
il veut œuvrer, il veut peser pour que cette question de libre circulation des personnes et des biens, cette corruption, ces arnaques-là qui se font à la frontière ou frontière, il n'y a pas qu'un seul pays, hein, que ce soit Ghana, Nigeria, vous voulez traverser frontière, c'est une question de corruption, d'argent, etc., etc. Alors donc, quand nous sommes incapables des moindres choses, qu'est-ce qui étonne? Alors donc, ça montre tout simplement que le Gabon manque de l'essentiel, le Gabon est incapable, et c'est pourquoi cette mesure-là, qui quelque peu inefficace, je dois dire, inefficace tout simplement parce que le Gabon est incapable de trouver les mécanismes de régulation, les mécanismes de contrôle, les mécanismes d'amélioration, d'assainissement de ces réseaux-là. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est une bonne occasion pour les États de rentrer dans les psychologies, dans le mental, dans la mentalité des citoyens et de savoir comment œuvrer pour les dissuader, pour les reconvertir, etc. dans leurs manœuvres, dans leurs initiatives, sans pour autant spécifiquement, de façon stérile, aller vers les incarcérations, etc. Donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait une cellule de psychologues qui soit initiée et qui soit présente sur les réseaux sociaux, et il faut que la police soit outillée de manière à ce que tous ceux-là qui répandent des informations de nature obscure, tout ça là, il faut être capable à même de les identifier pour les interpeller et maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur le mental, sur la psychologie pour les reconvertir et les dissuader. Alors en même temps, une dernière question rapidement, c'est que aujourd'hui vous suspendez, mais on a aussi des manœuvres pour que les populations contournent les VPN et autres. Est-ce que la suspension règle véritablement le problème d'exposition, de diffusion des informations qu'on veut éviter? Moi, je pense que ça règle parce que cela a fonctionné bien au Togo. Cela a très bien fonctionné au Togo et nous avons tous vu lorsque, au moment où il y a eu cette suspension temporaire, comment ces contenus existants, cela a découragé beaucoup de gens. Et je pense que j'estime, je n'ai pas de preuves, je pense que durant cette période-là, il y a eu beaucoup d'échanges entre nos autorités et les responsables de ces applications parce qu'à la suite, c'était très facile. Lorsque vous outrepassez une certaine mesure, vous voyez que votre compte va sauter. Beaucoup de gens se sont plaints et je crois que ça a fonctionné en ce moment-là. Je pense sincèrement que l'utilisation des VPN, ce n'est pas tout le monde qui a pu le faire et sans compter les coûts additionnels que cela nécessite, la consommation de l'énergie, c'est le fait que le portable, le terminal se décharge rapidement lorsque vous l'utilisez. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients à utiliser les VPN. Mais il faut reconnaître quand même que je ne suis pas tellement d'accord avec ceux qui disent qu'ils n'ont pas accès à leurs cours parce qu'aujourd'hui les cours qui sont en ligne sont soit envoyés, soit il y a des applications professionnelles pour accéder à ces contenus-là. Je ne pense pas vraiment que la suspension... Ce n'est pas Internet qui est coupé. Voilà, ce n'est pas Internet qui est coupé. Ce sont les réseaux sociaux qui sont coupés. Donc cet argument-là, j'ai du mal à l'accepter. On va marquer la pause maintenant, le temps de regarder ensemble le journal. Ce sera pour une dizaine de minutes et nous serons de retour pour la deuxième partie de l'émission.